On est live, bienvenue à tous et bienvenue à toutes, à tous les nouveaux arrivants ou ceux qui auraient l'habitude de nous retrouver sur le Twitch Game en live, bien évidemment. On attaque ces playoffs et ces previews des playoffs. Jérémy, est-ce que tu es prêt pour parler de nos Denver Nuggets? C'est parti, hein. Attention. Ça sera peut-être la seule série, donc merde, c'est parti, ça commence. Voilà. On m'avait dit de pas la faire, celle-là. On nous vilipende, messieurs, sur le groupe chat de QI Basket en disant que nous sommes les fans les plus pessimistes qui existent sur cette terre. Alors, c'est peut-être vrai, mais c'est aussi gage de pragmatisme et d'objectivité, je dirais. Donc voilà, donc c'est tout. Je vais bien sûr mettre la petite transition pour afficher encore une fois cette illustration magnifique d'Erwan, autre fan des Nuggets, puisque dans la rédaction de QI, on a pris tous les fans des Nuggets qui existaient en France, bien évidemment. C'est la ligne du parti, comme le dit si bien Guillaume. Bref, pour être un petit peu plus sérieux, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet sur cette preview. Une série très attendue, anticipée comme une des plus belles a priori. J'ai vu beaucoup de monde sur des sondages Twitter ou plein de partout réagir de manière très positivement à cette série en disant que ça allait être un premier tour très intéressant et a priori deux équipes avec vraiment du beau jeu, beaucoup de jeux collectifs, des implémentations tactiques intéressantes et puis des joueurs quand même au sommet. On pense bien évidemment du côté de Denver à Nikola Jokic et du côté de Golden State enfin parce que on l'a su juste avant le live, Stephen Curry devrait être présent au Game 1 dès le Game 1 de cette série. Il était blessé jusqu'à-là, était un petit peu incertain. Enfin un Golden State des Warriors au complet dans leur trio, Curry, Draymond et Klay Thompson bien évidemment. Petit quiz dans le chat, tiens, j'ai appris ça tout à l'heure en écoutant je ne sais quel podcast, en écoutant un podcast d'INVR, donc le crew d'insider des Nuggets. Combien de minutes ont joué ensemble le trio de Golden State ces 2-3 dernières années? Je crois que c'est deux dernières saisons. Je dirais 92. 92. Allez, c'est dans le chat. Dans le chat, on va lancer l'intro de la preview, mais je veux des propositions dans le chat. Combien de minutes le trio sur ces deux dernières saisons? TV Shady qui nous dit 109, Guillaume Basket Live qui nous dit une. Très c'est vraiment pour ne pas mettre zéro quoi. une série donc qui est vraiment attendue par beaucoup de monde, mais deux dynamiques néanmoins un petit peu vacillantes sur cette fin de saison, Jérémy, j'ai envie de dire. Alors effectivement, en fait on peut dire que si on se base vraiment sur la toute fin de saison, je crois que les Warriors enchaînent 5 victoires pour clôturer la saison, mais effectivement leur deuxième partie de saison dans l'ensemble est plutôt moyenne. Elle est plutôt moyenne. Maintenant, il faut prendre en compte qu'effectivement, cette équipe, ça a été un peu une construction qui attendait l'alignement des planètes et finalement, l'alignement n'a un peu jamais eu lieu parce qu'ils ont bien récupéré Klay Thompson qui a fini en forme. Jordan Poole est monté en pression et a fait une fin de saison absolument magistrale. Mais dans le même temps, Stephen Curry s'est blessé, donc il a manqué la fin de saison. Et Draymond Green, qui était impérial en début de saison, lui a eu une blessure au dos qui l'a éloigné pendant plusieurs semaines. Donc grosso modo, ça a été un peu une galère. Ça a été un peu une galère et effectivement, je pense qu'eux, ils se sont dit notre but c'est d'être prêt à 20 matchs de la fin de saison et d'avoir notre effectif au complet. Finalement, ça n'a jamais eu lieu. Donc leur dynamique, elle est compliquée à évaluer parce que finalement, peut-être que l'alignement des planètes, c'est ce premier tour où tout le monde revient et si Curry est en forme, pourquoi pas quoi. Non, complètement, je te rejoins. Moi, j'ai aimé beaucoup le début de saison de ces Warriors qui était incroyable avec le duo Curry et Green qui faisait vraiment une super saison défensive. Je trouvais que c'était vraiment du régal. Le début de saison défensive des Warriors, il y avait vraiment des choses incroyables tactiquement qui se voyaient. Et puis, c'était Green en général, en chef, bien évidemment, de ce côté-là du terrain. C'était superbe. Et c'est vrai que toute la seconde partie de saison, comme tu le disais si bien, c'est frustrant, moi, je trouvais, en tant que spectateur, parce que t'as jamais tout qui coïncide bien, c'est toujours des bouts d'un côté de l'autre et du coup c'est assez frustrant. Et puis du coup du côté des Nuggets,
Le problème, c'est toujours le même depuis le début de saison, sauf que la fatigue peut aussi porter préjudice à Nikola Jokic, qui est à peu près seul en fait à porter la franchise. Effectivement, côté Nuggets, il y a une fin de saison qui est, on va dire, correcte en termes de bilan, qui est assez inquiétante d'un point de vue défensif. Denver, sur le dernier mois de compétition, c'est le 27e defensive rating de la ligue. On sait que normalement, une équipe de playoff, on attend plutôt d'elle qu'elle soit dans la première partie du tableau en défense, voire dans le top 10. Denver en est très loin si on prend une question de dynamique. Probablement parce qu'il y a un relâchement de fin de saison. Cette équipe, elle a 2 joueurs majeurs qui sont absents. Ça a été assez dit et répété, Jamal Murray, Michael Porter Jr. Mais qu'en plus de ça, on a vu beaucoup de joueurs faire des allers-retours cette saison. La blessure de PJ Dozier, qu'on a dû ensuite trader pour essayer de récupérer un peu de shoot à 3 points. Donc, grosso modo, c'est qu'il y a beaucoup travaillé sur un groupe assez restreint de joueurs. Donc, on va dire que c'est un petit peu normal sur la fin de saison de se relâcher. Mais là, le relâchement, quand on va affronter des Warriors qui visiblement vont être au complet, il y a de quoi un petit peu paniquer. Ce qui est fou, c'est qu'en plus, on a eu un mois de janvier, février, où Denver se remettait un petit peu dans le mieux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le banc qui allait mieux, tout simplement derrière un duo, celui de Bones Island et des Marcus Cousins, qui ont réussi à combler un des gros problèmes de début de saison de Denver, c'est-à-dire que le banc qui coûtait tous les matchs aux Nuggets, tout simplement. C'était simple. Jokic faisait le cut au début de match, où sur ces minutes, on arrivait à être devant de plus 8, plus 15, plus 20. Et puis le banc le faisait souffler pendant 6 minutes, 8 pauvres petites minutes au grand maximum, et on prenait un moins 30 dans les dents, et c'est vrai que c'était intenable. Guillaume nous dit: non sans malice, pourquoi ne pas être intervenu pour annuler la suspension de Campazzo en parlant à Jérémy. Campazzo était un des artisans de ce problématique du banc, et c'est vrai que avec l'arrivée de Marcus Cousins et la mise en confiance de Bones Island et Malone qui laisse les clés de la seconde unit à Bones Island, ça a permis de stabiliser un peu cette seconde unit, ça nous a permis d'avoir un replat en début d'année, et puis après comme tu le disais, il y a eu un relâchement un peu général qui fait qu'on est sur une dynamique moyenne. Messieurs, pour répondre à la question de tout à l'heure, combien de minutes le trio de Golden State a-t-il joué ensemble ces 2-3 dernières saisons du coup? Guillaume avait tenté une tactique intéressante après les 109 minutes proposées par TV Shady, en partant de 1 et en augmentant d'une unité toutes les secondes. Et il aurait pu, s'il avait continué, trouver la bonne réponse, puisque c'est 11 minutes. 11 minutes, ils ont passé 11 minutes ensemble sur cette saison, et a fortiori sur les saisons précédentes. Donc c'est dire à quel point ça va être un événement finalement de les voir en complet sur ce Game 1, puisqu'on le rappelle, Curry devrait participer dès le début de cette série. Donc, en fait, ils ont joué 2 quarts-temps depuis la blessure de Thompson. C'est incroyable. En finale, quoi. Et puis 2 quarts-temps pas continu du coup, j'imagine. Donc en réalité... Oui, c'est ça, 8 minutes, 3 minutes, quoi. Donc on va revoir quelque chose qu'on n'a pas vu depuis extrêmement longtemps, et je suis très très content, bien sûr, ironiquement, que ce soit contre nous. Enfin, si Curry avait pu attendre 2 matchs de plus, ça aurait été... on aurait peut-être eu un peu plus de chance. Néanmoins, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur cette série, avec la grande question du côté défensif pour Golden State. Ça va être comment gérer Nikola Jokic, puisque il y a un constat assez simple qui est fait à travers la ligue. Je pense qu'il n'y a pas que nous, pour une fois, qui le défendons. Ça a l'air d'être quand même assez unanime. On peut le voir au vote du MVP. L'équation Nikola Jokic semble insoluble au vu de son niveau offensif et de sa polyvalence, puisque en plus de pouvoir bien évidemment scorer d'à peu près toutes les positions et de partout sur le terrain, il le fait avec un gros volume, une grosse efficacité, et en plus de ça, et ce n'est pas Guillaume qui nous dans le chat qui nous dira le contraire, lui qui dans notre dernier live consacré au MVP nous parlait justement du cas Jokic, qui en plus est un playmaker élite, peut-être un des meilleurs playmakers de la ligue en ce moment, et donc comment tout simplement défendre Nikola Jokic, c'est vraiment la grosse question qui se pose du côté de Golden State. Et tu pointes du doigt
une chose avec qui peut se retranscrire de manière différente, mais c'est tout simplement le fait de l'isoler de ses coéquipiers, faire de lui en fait la seule solution de cette équipe pour en réalité pénaliser toute son équipe. Ouais, en fait, effectivement, le constat, c'est que même si Denver est une moins bonne équipe, ils ont probablement assez certainement même le meilleur joueur de la série. Comme tu le dis, c'est un joueur qui est capable de scorer aux trois niveaux, donc soit dans la raquette, notamment par du post-up, soit à mi-distance, soit à 3 points, et que même à mi-distance, qui est normalement on va dire la partie du terrain où tu attends qu'un joueur prenne ses tirs parce que c'est la partie normalement la moins efficace du jeu, tu es face à un je pense, 5-6 joueurs les plus létaux de la ligue sur cette zone. 91e 11e percentile. percentile, Ouais. ouais, ouais, c'est ça, t'as raison. Et de fait, en fait, dans la saison, au bout d'un moment, assez pragmatiquement, il y a des coachs qui se sont dit: «Bon, vu qu'on n'arrive pas à l'arrêter et que même quand on fait des prises à 2, de toute façon, il est tellement bon pour ressortir vers ses coéquipiers, qu'il peut nous sanctionner. Autant ne plus s'embêter à faire, des prises à 2, espérer que notre joueur tienne au mieux et faire des aides un peu tardives au moment où on s'attend à ce qu'il, déclenche son tir et on verra bien ce qui se passe». Et effectivement, ça a apporté ça a apporté, voilà, ses fruits. Heu, Parce que, on a vu beaucoup d'équipes moins bonnes que ces Nuggets, au global, arriver à renverser Denver parce que ses coéquipiers n'arrivaient pas à rentrer un tir, dans une soirée un peu lambda ou dans une mauvaise soirée. De fait, cette vision, on va dire, peut être une piste pour Steve Kerr, et on sait que c'est quelque chose qu'il a, on va dire, un petit peu fait parce qu'il y a quand même eu 4 affrontements entre ces 2 équipes cette saison, et que finalement il a souvent laissé des joueurs, tenir seuls face à Jokic, en espérant que ça se passe pour le mieux et en envoyant des aides vraiment quand ça devient compliqué ou intenable. Complètement. Surtout que, comme tu le disais, en fait, le jeu Denver est beaucoup basé sur le mouvement autour de Nikola Jokic, sur des cuts bien timés en backdoor sur la ligne de fond, mais aussi sur voilà, des systèmes pour potentiellement démarquer quelques shooters ou autres. Mais c'est vrai que Golden State a le potentiel, le personnel pour notamment avec Draymond Green en général, réussir en fait à anticiper ses cuts, etc., à placer ses aides correctement pour ne pas laisser ces solutions-là à Denver, et donc laisser en fait dans les mains de Nikola Jokic tout le poids offensif, tout le rôle offensif de mettre en avant cette équipe. Et c'est vrai que finalement, si Nikola Jokic est capable de le faire et de trouver des solutions individuellement lui dans son scoring, finalement, l'équipe est quand même perdante puisque à lui seul, il ne peut pas en fait faire gagner l'équipe parce que c'est tout simplement impossible en fait à un certain niveau. Pour ce qui est néanmoins du match-up individuel pur sur Nikola Jokic, est-ce qu'on peut pas s'inquiéter un petit peu? C'est vrai que Kevin Looney a été très utilisé cette saison puisque tout simplement Draymond Green n'a jamais été disponible dans les match-ups contre Denver cette saison, donc on n'a pas eu l'occasion malheureusement de voir ce match-up. Kevin Looney donc a été employé plutôt correctement, sans plus. Après, est-ce qu'on peut lui demander beaucoup face à Nikola Jokic? Je ne pense pas. Toi, tu as tendance à penser, tu le notes dans la preview, que Draymond Green peut être un peu limité en termes physiques par rapport à Jokic. Moi, je suis peut-être je suis d'accord et pas d'accord, je reviendrai un petit peu là-dessus. Mais tu penses que du coup, c'est pas forcément une option pour Steve Kerr, ou en tout cas, une option parmi d'autres, plus que le défenseur attitré sur Jokic? Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'on va voir du Draymond Green contre Jokic dans la série, quand il y a un défenseur, historique, c'est-à-dire que c'est un des meilleurs défenseurs de l'histoire. À un moment donné, tu vas être tenté de le mettre contre, le meilleur attaquant adverse dans une série. Maintenant, je pense qu'on verra d'abord Kevin Looney, des fois Nemanja Bjelica sur lui. Et effectivement, dans les ultimes minutes de la rencontre ou dans des moments où tu as envie soit de renverser la vapeur, soit finalement de confirmer une bonne dynamique, on va voir du Draymond Green qui va être opposé face à Nikola Jokic. Euh,
On sait que Draymond Green se targue d'être capable de défendre sur Nikola Jokic. Maintenant, je pense que son état de forme, c'est quand même un élément majeur de la série. Il revient quand même d'une blessure au dos qu'il a éloigné pendant assez longtemps des parquets. Il a quand même 32 ans aujourd'hui. Donc, je pense pas qu'on verra du Draymond Green 20 ou 25 minutes par match, effectivement, face à Nikola Jokic. On le verra sûrement sur des séquences de 6-8 minutes de temps en temps. Et pour le reste, effectivement, ça va revenir à du Kevin Looney ou des joueurs moins précieux qui vont devoir faire au mieux pour pas se faire sortir sur 6 fautes ou prendre l'eau dans leur défense individuelle, quoi. Pas impossible que Golden State préfère quand même mettre Looney sur Jokic pour avoir surtout Draymond en safety qui apporte des aides partout et des prises à deux. Je suis très content de voir que mon alchimie avec Guillaume développée dans le dernier live est toujours au beau fixe puisque la passe décisive est parfaite encore une fois pour cette transition que je voulais apporter. En fait, ce que je me dis aussi c'est que avec notamment des Marcus Cousins, et puis TV Shady nous dit dans cette série qui frappe l'autre en premier, Joker ou Green. Je pense que c'est des Marcus Cousins qui peut être amicable en premier. Joker ne se bat qu'avec les arbitres au final. Hein, c'est vrai. Et Markieff Morris. Et Markieff Morris. Ou Marcus. C'est Marcus ou c'est Markieff? C'est Markieff au hit. Ouais, Markieff. Bon, bref. L'un et l'autre de toute façon. Je pense que, en fait, moi je me dis, par rapport à ce match-up là très précisément sur Jokic, je me dis qu'un des intérêts d'avoir un Jokic extrêmement agressif sur les débuts de match, ça peut être de viser le foul trouble pour des joueurs comme Kevin Looney, Nemanja Bjelica. Je pense que ils peuvent le mettre. Je pense que c'est pire que Looney quand même, potentiellement défensivement. En post-up à la limite, il peut tenir son rôle, mais bon, quand même, j'y crois très peu. Et ce que je me dis, c'est surtout justement pour pouvoir forcer Draymond à venir défendre sur Jokic très tôt, pour pouvoir le fatiguer et aussi pour enlever potentiellement, le déplacer de son rôle de safety que décrivait parfaitement Guillaume, parce que je pense qu'en fait la défense de Golden State va être la plus dangereuse pour ces Nuggets quand Draymond pourra jouer ce rôle de safety, ce rôle de général, parce qu'il va pouvoir en fait anticiper les bonnes aides, les bons switches à l'opposé du ballon pour pouvoir empêcher en fait le jeu collectif de Denver et pour pouvoir isoler Jokic comme on parlait au début. Donc je me dis que ça peut être l'intérêt de Denver et de Jokic, mais l'intérêt et puis peut-être la seule solution, hein, on va y revenir, d'être très agressif pour forcer peut-être un petit peu ce match-up défensif. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, je suis d'accord dans la mesure où effectivement il y aura des moments où c'est ce qui va se passer, et c'est pour ça que je pense que Kevin Looney va être le joueur qui passera le plus de temps sur Jokic. Je pense qu'il va y avoir des moments dans le match où les Warriors vont vouloir peut-être monter en régime offensivement, et dans ces minutes-là, on aura du Draymond Green en 5 avec des Andrew Wiggins et Otto Porter Jr. Et dans ce cas-là, Draymond Green, je pense, va être assigné à défendre sur Jokic dans les séquences de jeu où il faudra accélérer offensivement. Donc je pense ça va plutôt être une question de rotation plutôt qu'une question finalement de choix stratégique, dans la mesure où je pense que les joueurs vont se relayer sur Jokic, surtout si la stratégie est, comme on l'a dit, d'avant tout de mettre la pression sur les autres joueurs qui sont plutôt, par exemple, des shooters moyens pour la plupart d'entre eux, ou des joueurs offensivement plutôt plus limités. Que une question de on va tout faire pour éviter que Draymond Green soit sur lui. Je pense pas. Je pense vraiment que, ne serait-ce que pour envoyer un message, Draymond Green va avoir des sections de match où il sera assigné à Jokic. Maintenant, oui, est-ce que Jokic va essayer de mettre en full trouble Kevin Looney très tôt dans le match? C'est une certitude. Ça va être, je pense, bien sûr, le premier axe offensif et tenté par les Nuggets, ça semble assez évident. Tu m'offrais la transition parfaite par rapport à le 5 potentiel small ball 5 de Golden State avec Draymond Green, justement à ce poste de pivot pour pouvoir mettre une accélération offensive potentielle. Et là, une question, moi c'est ma plus grosse question par rapport à cette série, et peut-être ma plus grosse crainte en tant que fan des Nuggets, ça va être la défense de ces Nuggets-là, et surtout la défense extérieure dans le périmètre face à Golden State, quand ils vont passer justement en small ball potentiellement pour pouvoir mettre ce genre de run. Tu l'as rappelé, la dynamique, elle est terrible pour les Nuggets de ce côté-là du terrain, puisqu'ils finissent dans les dernières défenses de la Ligue sur les derniers mois, les derniers matchs. Enfin, les derniers matchs, beaucoup de matchs, hein, puisque c'est les quelques derniers mois. Et puis, le fait que
pour moi, les meilleurs défenseurs individuels en fait de Denver, ils sont tous au poste d'ailier et d'intérieur. Que ce soit Aaron Gordon, alors même si il peut se charger de certains rôles extérieurs, mais ensuite les Jeff Green, les Devon Reed, mais Devon Reed ne sera pas présent. Horreur qu'on vilipendait tout ce matin en parlant en off avec Jérémy. Il y a quoi? Il y a Jeff Green, il y a Jokic quand même qui est devenu meilleur défenseur, mais on va y revenir sur la problématique Jokic en défense. Finalement, à l'extérieur, on y reviendra peut-être après, moi je vois qu'Austin Rivers potentiel défenseur un peu potable sur cette série à l'extérieur. Tout le reste, c'est très compliqué. Monte montre d'une belle activité, mais il est fondamentalement, intrinsèquement limité par sa taille et son envergure. À côté, Bones Hyland, c'est un rookie, c'est apocalyptique, la défense. On ne peut pas lui en vouloir, mais c'est apocalyptique. On n'a pas de... Barton. C'est apocalyptique, c'est pas un rookie, mais c'est apocalyptique. Bon, comment on fait, comment on fait pour les Nuggets sur les lignes extérieures défensivement? Je pense effectivement, comme tu le dis, Austin Rivers, ça va être une solution. Maintenant, Austin Rivers, pour moi, c'est une solution que si Jokic est également sur le terrain. Ouais, on est d'accord. Parce que sinon, il te plombe offensivement d'une manière assez... Voilà, assez marquée. Et ensuite, je pense que malheureusement, à moins de te dire, je tente le pari à Aaron Gordon, mais Aaron Gordon, normalement, tu l'attends plus pour défendre sur des arrières un peu grands, costauds, ou des ailiers, ou des intérieurs. Contre un meneur sur l'ensemble d'une série, je crois pas, mais absolument pas qu'on va lui demander de passer plus de 4-5 minutes par match sur Stephen Curry. Donc tu as deux choix, soit tu mènes une stratégie où tu te dis on va s'impliquer défensivement pour lui faire lâcher le ballon très haut, notamment par des prises à deux, soit tu es un peu condamné à accepter de te faire un petit peu massacrer, et tu espères qu'il revienne en n'étant pas à 100% de sa forme, mais pas sur un très gros rythme en termes d'adresse, parce que sinon les soirées peuvent virer au cauchemar. Mais je pense que, en tout cas, la stratégie qui viserait à se dire on va faire des prises à deux, on va beaucoup commit là-dessus, elle est extrêmement compliquée. Parce que tu as Jordan Poole qui est très chaud, tu as Klay Thompson qui est très chaud, tu as des joueurs de rotation qui sont assez adroits en ce moment. Je pense notamment au Otto Porter Jr. Et tu as l'exécution défensive de Denver collectivement qui fait un petit peu peur. Donc je pense que malheureusement, tu en es contraint à un peu prier que Stephen Curry n'enflamme pas tout ça, quoi. Et avec une difficulté supplémentaire, je suis désolé d'achever un panneau qui semble quand même déjà un peu déprimant du côté de Denver, mais je vais devoir je vais obligé d'amener ce point-là. C'est aussi le fait que, et tu le montres un peu dans la preview d'ailleurs, Golden State va chercher à cibler Jokic, non pas qu'il soit un mauvais défenseur, puisqu'on l'a vu, il s'est grandement amélioré sur beaucoup de points, mais tout simplement parce qu'en tant que meilleur joueur offensif et seul meilleur joueur offensif de la série, c'est intéressant stratégiquement, tactiquement, aussi de le mettre, de constamment l'attaquer pour pouvoir le fatiguer tout simplement, de le crever complètement. Voilà, complètement. On sait qu'en plus, étant un intérieur, il est forcément plus exposé sur le pick and roll, puisque il est forcément amené à défendre les poseurs d'écran potentiels. À ça, Jokic, il y a plusieurs solutions qu'a mis en place Denver au fur et à mesure des années pour pouvoir pas forcément le cacher, mais maximiser ses capacités et atténuer un petit peu ses défauts. On pense notamment au edge, qui consiste donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce modèle tactique, de sa part à Jokic de monter très haut sur l'écran et sur le porteur du ballon. Mais le problème du edge, c'est que s'il est efficace, il est extrêmement coûteux en énergie. Reste du drop ou alors du soft edge où Jokic va sur le porteur juste le temps que l'autre arrière ou l'autre joueur impliqué dans la défense du pick and roll revienne sur son joueur, mais c'est toujours coûteux en énergie. Et le drop face à une équipe de Golden State, c'est compliqué avec des shooters pareils. Donc il y a aussi ce problème là défensif pour les Nuggets, ça va être de comment réussir à potentiellement économiser Jokic de ce côté-là du terrain. Et c'est compliqué en fait comme solution pour Michael Malone à imaginer.
Bah, déjà, en plus, Michael Malone n'est pas très imaginatif, donc c'est un double problème. Effectivement, tu parles du edge. Moi, j'y crois moyennement dans la mesure où j'ai l'impression que c'est quand même un système défensif qui était utilisé au temps de Chris Finch, mais qui a été rendu un petit peu désuet avec les années. Donc, j'ai peur qu'effectivement Denver opte pour des variantes du drop et qu'ils s'en remettent un petit peu aussi à la chance et au fait de se dire bon, bah, l'objectif c'est de gagner 4 matchs. Si déjà on arrive à prendre des matchs les soirs où ils sont moins droits, c'est déjà pas mal. Mais je pense qu'il y a un problème insoluble, d'autant que, comme le dit Tom, où il nous disait, vous ne pensez pas que Kerr va tenter de maximiser l'attaque, car si vous devez marquer 120 points et que Jokic en met 40, il faut en trouver 80 autres. C'est effectivement possible qu'on vive des soirées compliquées avec des scores encaissés très élevés parce que justement, ils vont chercher des line-up où il va y avoir énormément de mouvements off-ball, où il va y avoir une capacité à shooter et à cibler, parce que je pense qu'il va y avoir effectivement du match-up hunting avec la volonté de cibler Jokic. Donc je pense qu'il n'y a pas de solution miracle pour Denver en défense. Il va falloir juste espérer que quelques joueurs arrivent à freiner un petit peu une équipe des Warriors qui, malgré tout, n'est pas si forte en attaque sur la saison. Bah, Donc, il faut espérer que l'alignement des planètes n'ait pas lieu. c'est là où j'allais en venir. Tu notais quand même que, effectivement, avec l'absence de Curry, Golden State, cette équipe de Golden State est potentiellement bien moins forte offensivement, bien moins dangereuse, et on a vu qu'elle avait plutôt patiné en fait sur la seconde partie de saison. Alors patiné entre guillemets, hein, elle n'est pas dans la seconde partie de tableau, 6-16e je crois. Bon, 116e. bon, 116e, mais sans Curry sur une partie de la saison. voilà, donc le problème étant que Curry est bien parti pour disputer la série dès ce game 1, et on sait que Curry, ça fait partie des joueurs, mais c'est peut-être l'unique joueur qui peut, même quand il est peu en jambes ou s'il est en délicatesse avec son tir, parce qu'on pourrait se dire ça en retour de blessure, on pourrait se dire s'il est dans une panne d'adresse, oui, mais il y a toujours le problème de gravité de Curry offensivement qui fait que même avec une adresse plus faible, en réalité les problèmes qu'il pose dans la défense restent les mêmes peu ou prou. Donc c'est vrai que il y a quand même beaucoup moins à espérer du côté défensif pour Denver et d'espérer d'une baisse de régime offensif du côté Golden State depuis qu'on sait que Curry potentiellement participera à tous les matchs de cette série, avec un Clay qui s'est remis dedans petit à petit mais qui arrive a priori dans une très bonne forme au meilleur moment, et surtout un duo Draymond Curry et qui quand on regarde les stats de on-off, etc., met des stats incroyables, peu importe l'équipe d'en face, etc. Bref, on est très pessimiste, encore une fois, on va encore se faire tailler. Néanmoins, il y avait quelque chose, tu parlais, et c'était Tom aussi qui disait qu'il y avait la crainte potentielle que les Warriors puissent accélérer le jeu. Essayer d'emballer le jeu offensivement pour limiter l'impact de Jokic individuellement, pour pouvoir devoir faire obliger Denver à trouver d'autres sources de scoring, et donc forcément toucher le plafond finalement de cette équipe telle qu'elle est aujourd'hui potentiellement. Tu notais un point quand même très intéressant je voulais y revenir plus en particulier, sur le fait de ralentir le jeu ou l'emballer, quels avantages, quelles équipes ça pouvait avoir, parce que c'est plus... disons qu'il y a des petites spécificités intéressantes. On parlait beaucoup, il y a eu beaucoup la victoire de Denver au buzzer grâce à Montemoris sur la passe de Jokic qui avait fait grand bruit de par sa scénario. Il y avait une remontée dans les dernières minutes de la part de Denver. C'était un peu, on peut le dire, un braquage quand même. Et Malone avait tenté avec succès un hack à Looney qui avait brisé la dynamique offensive de Golden State, tout le rythme de Golden State en fait, avec cette stratégie dans les derniers instants. Et finalement, il y avait pas mal d'analyses sur avant ce premier tour là qui tentent à penser que ça pouvait dessiner une stratégie viable pour Denver de casser le rythme offensif de la série. Et finalement, tu notais que c'était pas si simple que ça. Puisque en fait c'était aussi privé potentiellement Denver de ses forces de frappe. Effectivement, il y a beaucoup de previews qui ont mis en avant le fait que une des solutions pour Denver, c'était de casser le jeu en prenant l'exemple effectivement du Hakeluni qui avait permis de remonter dans le match. Alors déjà, effectivement, je rappelais que généralement, on a ce genre de stratégie quand on est mené au score et qu'on veut revenir.
Quand on mène, c'est en général plus délicat de faire appel à ce genre de stratégie qui donne beaucoup de lancers. Mais surtout, en fait, ce qui me gêne, c'est que oui, effectivement, on imagine qu'accélérer le jeu, ça permet à Curry de cibler notamment Jokic sur transition. Ça permet d'obtenir des points faciles. On sait que Golden State a des armes pour enflammer un match. Ben là, en fait, j'ai l'impression que cette analyse, elle a un petit peu un point mort, c'est qu'en fait, des deux équipes, celle qui met le plus de points sur transition et qui est la plus efficace sur transition, ce n'est pas Golden State. Et effectivement, quand on se demande, oui, si Jokic met 40 points, comment on en met 120, enfin, comment on en met 80 de plus? Une des solutions faciles pour Denver, qui est une équipe quand même plutôt douée en transition, effectivement, c'est de pousser le jeu, c'est de s'appuyer sur cette capacité de Jokic à faire des passes à travers le terrain et obtenir donc plusieurs fois par match des points très faciles. Cette saison, sur transition, Golden State est la 18e attaque de la ligue. Denver est la 9e et Denver a besoin de moins de transition pour mettre ses points que Golden State. Donc du coup, euh, je suis un petit peu dubitatif quant au fait de se priver cette partie-là du jeu en essayant de casser la rencontre. Parce que oui, on est une bonne équipe sur jeu placé, mais Golden State est la deuxième défense de la ligue sur demi-terrain. Et mine de rien, ça compte quand vous êtes une équipe à qui il manque deux de ses trois meilleurs joueurs offensifs. Et puis aussi, il y a Donc aussi voilà l'aspect, pour mine de moi. rien, c'est que en ayant Jokic au rebond défensif, ça lui permet aussi potentiellement d'avoir moins ce poids offensif. Si par exemple Aaron Gordon, Bones Island, Barton, Will Barton, ce serait bien, ce serait une bonne idée, Will Barton, de pouvoir justement apporter des points sur la transition. C'est autant de points que Jokic n'a pas à mettre aussi ou à porter. C'est quand même une création moindre en termes de poids, de responsabilité. Donc ça peut être intéressant, et c'est vrai que moi je trouvais ça très intéressant, l'aspect oui, deuxième meilleure défense sur demi-terrain Golden State, donc finalement là où tu peux prendre des points faciles, c'est peut-être sur transition, et donc du coup c'est vrai que casser le rythme devient un petit peu paradoxal, ou voilà. Vas-y. Je pense effectivement que c'est pas, non, mais c'est pas la solution idoine et ceux qui voient ça comme une solution un petit peu miracle, je pense que c'est plus quelque chose qui est circonstanciel. Sur un match, peut-être, ça peut vous aider, notamment quand Golden State prend feu et qu'on sait que dans ces moments-là, ça peut durer longtemps et ça peut être désastreux. Mais sur l'ensemble d'une série, c'est absolument pas, je pense, une tactique viable pour les Nuggets. Complètement. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur cette série qu'on n'aurait peut-être pas ciblé, ou sur laquelle on n'aurait pas été avant de passer au Factor X? Et si oui, il y a peut-être l'aspect banc, small ball, tout ça. Le banc, je sais pas si, enfin, on l'a pas vraiment balayé, mais effectivement, contrairement à la série précédente de Raptors Sixers, où on se dit, bon, finalement, les Sixers ont un banc qui est catastrophique, mais les Raptors ont un banc qui est pas non plus excellent. Là, par contre, on est dans un cas un petit peu différent où les Nuggets ont un banc qui a quand même tiré la langue sur l'essentiel de la saison, même s'il y a eu une amélioration après la trade deadline, parce que Bryn Forbes, parce que des Marcus Cousins. Mais maintenant qu'on arrive sur cette série, et qu'on est face aussi en playoff à une bataille tactique, il faut quand même prendre en compte la pluralité d'options que Steve Kerr possède, lui qui en plus est plutôt quand même un bon coach NBA, avec un banc qui est extrêmement garni, avec des profils assez différents. On a vu par exemple comme certains joueurs qui sont des joueurs de rotation comme Gary Payton qui je ne sais plus sur quel match de mars, je crois qu'il nous fait 6 interceptions de 2 contre en 20 minutes ou 25 minutes. C'est des joueurs qui peuvent faire pencher une série que vous pouvez interchanger à l'inverse, Denver, finalement, le banc repose sur Bon Island, qui est un rookie et qui a fini la saison très fort, mais maintenant, c'est les playoffs. Sur un DeMarcus Cousins qui va être ciblé là où on dit que Jokic a progressé en défense, quand les minutes où DeMarcus Cousins va aller sur le terrain, ça risque d'être très compliqué, surtout selon les rotations des Warriors. Et à côté de ça, on a des joueurs qui sont un petit peu des joueurs qui ont vécu des saisons chauds et froids, comme Jamichael Green, comme éventuellement Jeff Green, s'il est titulaire ou pas, ça va, je pense, dépendre des matchs. Euh, c'est très limité côté Denver, ça manque de densité physique, notamment sur les ailes, et ça risque d'être assez compliqué à compenser, comme ça l'a été finalement en saison régulière. Euh, voilà, Et puis en moi je voulais gros, ce que ajouter par j'avais. rapport à ce banc une question peut-être un peu plus philosophique, mais qui va être très concrète finalement. Je pense qu'il va se faire ressentir très concrètement très très vite dans cette bataille de banc, ou en tout cas les minutes dans lesquelles certains titulaires seront absents, et en premier lieu Jokic.
Ça va être que effectivement, nous, notre seule solution en termes de banc, de stable, a priori, c'est des Marcus Cousins en 5. C'est la seule option qui a été viable cette saison. Les autres options sont pas envisageables. On a essayé du J. Michael Green avec Jeff Green en 4 et 5, en small bizarre. C'est une catastrophe. Il y a pas beaucoup d'autres solutions non plus parce qu'on n'a pas une profondeur incroyable. Et il y a un problème de taille face à ces Warriors, c'est que ces Warriors ne jouent pas grand. Ça, c'est une de leurs marques de fabrique depuis bien longtemps. Leur poste 5, 4, leurs postes intérieurs sur le banc, il y a Bjelica, il y a Kuminga aussi potentiellement. Il y a Kevin Looney avec Draymond Green, tout ça, ça s'agence selon la titularisation. Bref, ça joue small. Et le problème, c'est que il va y avoir une opposition de style entre DeMarcus Cousins et notre banc à nous, plutôt grand. Et du coup, parce qu'en plus, même DeMarcus Cousins, si on met J. Michael Green à côté, c'est très grand, parce que J. Michael Green, c'est un 4, mais 4, 5, enfin, bon, bref. Le problème, c'est que ça va être une occasion pour les Warriors de cibler DeMarcus Cousins là où il est très faible, c'est-à-dire sur la mobilité sur l'extérieur, parce que même Bjelica, qui est un intérieur classique, est reconnu pour pouvoir écarter vraiment le terrain, puisque c'est une menace sur le shoot extérieur, et puis de toute façon, c'est pas un intérieur qui va vraiment à la filoche dans la peinture. Ils vont vraiment écarter le jeu au maximum. Ils vont faire travailler DeMarcus Cousins sur les écrans à l'extérieur, etc. Ça va l'énerver. Il va prendre des fautes. Il est mauvais sur sa mobilité extérieure. C'est vraiment son pire. Déjà qu'il était pas. Enfin, ça n'a jamais été son point fort, pardon. Maintenant, c'est devenu un véritable point faible pour lui parce qu'avec les années, avec les blessures, etc., il est vraiment en deçà à ce niveau-là. Et puis. Nous, en plus, offensivement, notre banc, pour qu'il soit viable, notre seule option, c'est Bones Hyland, qui est un rookie, qui fait des erreurs de rookie. Moi, je lui en veux pas. C'est vraiment un des gros points positifs cette saison. Bones Hyland, ça a été super de le voir jouer. Il nous a énormément apporté. Et pour la suite, c'est vraiment cool. Malgré tout, défensivement, c'est pas possible. Donc, il va y avoir vraiment, je pense... Il est déjà meilleur que Michael Porter Jr., donc finalement, c'est... Ah, c'est pas vrai en plus. Parce que Michael Porter Jr. a pour lui sa taille et son envergure. Et quoique Bones a une bonne envergure. Mais non, mais il a des oublis de rookie quoi. Donc c'est pas possible. À côté de ça, t'as Bryn Forbes qui est impossible non plus. On est vraiment infaisable déjà en SR contre des équipes pas terribles. Alors contre Golden State en playoff, je ne vous raconte pas le massacre. Bref, le banc. Pour moi, je ne vois pas de solution. Non, il n'y a pas de solution. Et puis, comme dit Guillaume, encore un joueur de plus, Ben Forbes, qui pourra être chassé comme un mismatch. Et en fait, le problème de Denver, c'est qu'il y a énormément de joueurs qui sont des mismatchs permanents, quoi. Ouais. Je nous déteste parce qu'on va encore se faire taxer d'être pessimiste, alors que je trouve que nous sommes assez objectifs pour le coup. Mais bon, bref, c'est notre croix. On va dire ça comme ça. C'est ça. Pour amener un petit peu de positif, peut-être je voulais faire une petite section facteur X, et puis ça va permettre de parler de certains joueurs quand même, et de certains joueurs en bien. Est-ce que toi tu en avais en particulier ou pas dans cette série, ou des joueurs à suivre, à défaut d'être facteur X complet, mais voilà. Alors, côté Warriors, j'aimerais bien voir quand même jouer Kuminga. Je sais pas quelle place il peut avoir dans cette série, dans la mesure où peut-être que Steve Kerr va peut-être faire plus appel à des joueurs vétérans. Mais ses qualités athlétiques face à une équipe qui risque un peu d'être aux abois défensivement, je pense que ça peut être intéressant. Et s'il entre dans un bon soir, c'est typiquement le genre de joueur qui peut te faire pencher une rencontre ou deux dans l'ensemble de la série parce que je suis trop athlétique. Et puis déjà, du peu que je l'ai vu cette saison, plutôt très intéressant, quoi. Ouais, je te rejoins, j'aime beaucoup ce joueur. D'ailleurs, petite dédicace à Ben qui devait écrire un article sur lui qu'on n'a jamais vu la couleur. Spécial Q Basket. C'est une petite punchline gentille, voilà. Ouais, moi, du côté de Golden State,
Bon, alors il y a Jordan Poole, mais on laissera Guillaume faire un basket lab entier sur Jordan Poole une fois qu'il nous aura détruit la gueule au bout de 4-5 matchs. Voilà, hein, on te laisse la primauté, Guillaume, sur ton chouchou, bien évidemment. Moi, j'aime beaucoup, je vais beaucoup moins l'apprécier dans les prochaines semaines, mais Gary Payton, deuxième du nom. Alors je sais pas si tu te souviens, je sais plus si c'était le dernier match ou l'avant-dernier match. Il y a un match contre nous cette saison où il nous casse la gueule, mais alors vraiment défensivement, il nous a cassé la gueule. Vraiment, alors, je suis désolé. Mais j'en parlais tout à l'heure, ça faisait partie des joueurs justement qui permettent à Steve Kerr de. Et je trouve avec un côté très intéressant, c'est sa défense sur Jokic, ses aides sur Jokic, son timing d'aide sur Jokic qui a emmerdé Jokic comme pas possible. Et je trouve que Jokic a ce petit défaut potentiel encore offensivement où quand il commence à prendre sa position, qui s'assure un petit peu de son poste ou quoi, si tu viens l'emmerder depuis l'extérieur, etc., et que tu es extrêmement actif, ça peut il peut vite perdre des ballons, il peut vite, et surtout quand c'est des joueurs de talent, hein, souvent qui font ça. Je pense à Jrue Holiday aux Bucks qui avait fait ça, qui avait plutôt très bien fait ça. Bon, sauf que ça s'était pas concrétisé parce qu'on avait rentré tous nos 3 points cette soirée-là, donc du coup, les Bucks avaient coulé. Mais Gary Payton 2 avait vraiment fait un bon taf sur Jokic et plus généralement sur toute notre défense. Mais j'aimais beaucoup son timing d'aide sur Nikola Jokic et je pense que ça peut être vraiment un poison de plus contre nous. Je n'espère pas, je touche du bois, j'ai un peu peur de ça. En tout cas, je les call. Voilà, si ça vous intéresse, regardez, je pense qu'il y aura moyen de voir ça. Et du côté de Denver, quand même, on va pouvoir mettre un peu en avant des choses positives, Jérémy. Ouais. Bah écoute, moi honnêtement, j'irais plutôt dans le 5 de départ. Je pense que Monte-Morris, il va souffrir en défense. C'est un joueur qui va être extrêmement important dans la série parce que déjà, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur shooter de l'équipe en l'absence de Jamal Murray et Porter Jr. Et que justement, sa capacité à sanctionner des aides agressives des Warriors, voire des prises à deux, certaines séquences, ça va être crucial. Également son jeu à deux, parce que il s'est beaucoup adapté toute la saison pour essayer de remplacer Jamal Murray sur le jeu à deux. Il n'a pas cherché à faire du Jamal Murray, il a essayé de faire ce qu'il sait faire et il le fait plutôt très bien. Maintenant, on sait que c'est un joueur qui peut très bien peser fort sur une rencontre, comme redevenir finalement un joueur de complément. S'il arrive assez régulièrement à faire de belles rencontres, ça peut impacter assez fortement la série et changer, on va dire, le scénario allant d'une série perdue assez facilement à une série qui devient beaucoup plus engagée. Moi, j'avais 2 gars du côté de Denver. Bon, Bones Island, on en a parlé que trop rapidement, mais c'est quand même, pour un rookie, c'est quand même une super bonne surprise, je trouve, qui allie 2 choses qui étaient très intéressantes. Ah bah, Al Pacino qui nous suit, rentre dans le 5, bienvenue à toi, bienvenue. On espère te retrouver dans le chat du coup très rapidement. En plus de cette fin de live sur nos deux premières previews. Ouais, Bones Island qui, pour un rookie, apporte vraiment des choses intéressantes. Alors, on connaissait sa capacité potentielle au scoring, individuellement, que ce soit sur le drive, mais surtout sur le shoot, de loin notamment. Il a vraiment une très bonne range, enfin je sais pas comment on dit, une très bonne portée pour éviter l'anglicisme. Et puis surtout, une des choses qui a le plus surpris dans la saison, en fait, c'est son playmaking, ses capacités de lecture qui sont plus avancées que ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est ça qui est qu'il a un peu catapulté dans le bench, dans la seconde unit. Ça et la médiocrité de Facundo Campazzo. Oui, bon, alors j'essaye d'apporter du positif, Jérémy. Non mais et bon, Bones, voilà, qui est un rookie, donc qui a ses limitations, mais qui est vraiment quand même un motif de situation du côté des Nuggets et qui a tendance quand même à prendre les matchs les plus hype et les plus chauds et les plus tendus comme un énorme moteur, un énorme boost. On se souvient que c'était presque lui qui avait fait la différence contre Philadelphie quand toute l'affiche était menée de main de maître par les médias pour en faire l'affiche Embiid-Jokic. C'était un peu lui qui était sorti du chapeau dans le 4e quart-temps pour faire basculer le match. Et il a le potentiel quand même d'être un joueur très... champagne, feu d'artifice, et donc de briller dans ces moments-là. Donc je me dis, on peut avoir un moment Bones Island dans cette série qui peut être très sympa. Et puis plus tactiquement, plus pragmatiquement, on en a parlé un tout petit peu en début de preview sur la série. Je pensais à Austin Rivers.
Je me dis que vraiment Austin Rivers, il y a un coup à jouer pour lui sur cette série. Alors, Guillaume, tout à l'heure, encore une fois très ironiquement, n'est-ce pas, nous disait que quand ta solution c'est Austin Rivers, c'est que tu as beaucoup de problèmes, ou quelque chose comme ça, je paraphrase. Je suis assez d'accord pour dire ça. Néanmoins, il a des qualités aussi, Austin Rivers, notamment sur le point of attack. C'est peut-être notre meilleur défenseur extérieur sur le point of attack. Sur Stephen Curry, il a montré de belles choses. C'est une preview de Chandler Jenkins, il me semble. Je la retrouverai juste après, je l'enverrai dans le chat, qui montre les chiffres de Austin Rivers contre Stephen Curry notamment, qui sont intéressants, et qui montrent que c'est un de ceux qui a la mobilité suffisante pour le suivre off-ball, etc. Donc j'espère qu'on pourra voir un peu de Austin Rivers dans ce rôle-là, parce que de toute façon c'est un rôle qu'on n'a pas en titulaire à l'arrière ou quoi, et dont on va avoir crucialement besoin. Donc j'espère le voir là-dedans. Et après, le seul problème d'Austin Rivers, c'est qu'il est très irrégulier offensivement sur son shoot, basiquement, même en catch and shoot ou autre, c'est irrégulier au possible. Et ça, c'est quand il commence pas à prendre la balle en ISO ou à ralentir complètement le jeu. Et c'est pour ça que, tu le disais parfaitement au début de la preview, il faut absolument qu'il soit affilié à Nikola Jokic, parce que sinon c'est un trou noir nul à chier. Et je compte pas le nombre de possessions où il s'est mis en tête de faire une isolation avant de finalement se rendre compte que c'était pas pour lui, et qu'il la balance à Barton pour le dernier shoot ou quelque chose comme ça. Barton qui est coutumier du fait, donc ça lui fait les pieds aussi. Mais bon, voilà. En tout cas, Austin Rivers, je me dis que ça peut être intéressant sur cette série, ça peut être un vrai facteur X pour les quelques wins à aller chercher du côté de Denver. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Jérémy, avant qu'on clôture cette série? Écoute, non. Je pense que on a quand même fait le tour des enjeux principaux. Peut-être aller ajouter que quand même côté Warriors, la santé des cadres va être un vrai sujet. On parlait beaucoup de Stephen Curry pendant la preview qui revient de blessure. Il y a TV Shady qui disait aussi un peu plus tôt, est-ce que vous savez si Klay Thompson va jouer tous les matchs? C'est vrai qu'il a connu du load management depuis son retour. Est-ce que sur une série de playoffs qui durerait, est-ce qu'on le verrait à tous les matchs, ou est-ce qu'on continuerait à effectivement avoir ce load management? On n'a rien vu à ce sujet, mais je pense que c'est effectivement une vraie question. Et gros tournant aussi pour les Warriors. Est-ce que Draymond Green est de retour en pleine forme? Et si la série va en 5-6 matchs, est-ce qu'il va jouer les 5-6 matchs, ou est-ce qu'il peut y avoir une rechute? Je crois j'ai vu passer cette stat. Les Warriors encaissent 8 points de moins pour 100 possessions quand Draymond Green est sur le terrain, ce qui en fait le meilleur offensive rating de la ligue, de moins 4 points que l'actuel premier. Donc il y a beaucoup de joueurs clés pour les Warriors qui sont quand même vieillissants et sujets à blessure. Ça va être à surveiller, notamment quel Stephen Curry revient s'il revient de le Game 1, quel Stephen Curry revient. Des pourcentages de la série que tu imaginais en termes de en fonction de pour une équipe ou pour l'autre? 70% pour les Warriors, 30% pour les Nuggets. On est un petit peu. Est-ce que dans le chat on est d'accord là-dessus? TV Shady pas du tout, puisqu'il met 4-2 Denver. Très optimiste, on aime beaucoup. Je pense que tu es biaisé parce que tu as de l'affection pour nous et c'est très gentil. Néanmoins, il avait pitié pour nous, du coup il est passé de 4-2 Warriors à 4-2 Nuggets. Mais c'est très sympa de ta part. On prend ça très bien, vraiment, avec grand plaisir. Je pense pour Golden State au tir au but, nous précise Guillaume. Du coup, ça veut peut-être dire que Shady a raison. Ouais, peut-être, c'est vrai, Guillaume nous portera chance. Est-ce que finalement, j'écoutais, c'était les gars de DNVR encore ce matin là que j'écoutais, qui disaient que peut-être un narratif qui conviendrait à Denver finalement pour cette série, c'est de réussir à batailler. Réussir à sortir la tête haute en 6 ou 7 matchs. Alors, 7 matchs, ce serait incroyable, hein, je vous le dis, je signe tout de suite. Mais ouais, ou alors un 4. Il prenait l'exemple de la bulle avec la finale de conférence contre les Lakers, et je trouvais ça assez parlant parce qu'il y avait effectivement eu 4-1, et donc quand on se dit 4-1, c'est le gentleman sweep. Bon, ça n'a pas vraiment. Alors, le narratif n'est pas incroyable autour de la potentielle opposition sur un 4-1. Néanmoins, la physionomie du 4-1 de l'époque contre les Lakers avait été intéressante, notamment les premiers matchs
où il y aurait pu avoir hormis le 2-2. Game 5, Ouais. hormis le Game 5, tout est serré, quoi. Ouais, tout était plus ou moins disputé. On se souvient de Anthony Davis qui plante un buzzer beater. Alors ça, vraiment, merci. Bubble Davis, bien sûr. Je mets qu'au bout. Je participe pas à ça. Mais donc je me dis que réellement, il peut... Voilà. Est-ce que c'est pas l'objectif finalement de Denver de réussir à, malgré tout, malgré quand même le gap qui semble y avoir entre les équipes, à réussir à donner du fil à retordre un minimum, d'être dans l'adversité. On sait que c'est une équipe aussi qui aime beaucoup l'adversité et qui quand même a fait ses armes et son identité là-dessus. Alors bien évidemment, là on est quand même très diminué. Malgré tout, bon, c'est quand même une identité de l'équipe. Est-ce que c'est pas le meilleur outcome, le meilleur objectif possible quand on n'a pas pitié de nous, comme TV Shady avec son 4-2 Denver. Non, mais je pense quand même que de toute façon Denver va rentrer dans la série en espérant la gagner. Les Warriors, justement, comme je le dis, sont pas cette équipe où il y a eu l'alignement des planètes et où tout le monde est revenu 15-20 matchs avant les playoffs en grande forme. Donc il y a quand même beaucoup de questions aussi, je pense, de leur côté. Le meilleur joueur de la série est côté Denver. Aaron Gordon finit très bien la saison, donc ça aussi c'est on va dire une pierre pour une équipe qui arrive en playoff. Will Barton va connaître ses premiers playoffs en forme depuis 2012 ou 2013, En ce qui ça forme. ne me rassure pas forcément, mais bon, c'est quand même à noter pour une T'es équipe pire que et pour un moi. vestiaire. T'es pire que Euh, moi. mais donc, je pense que Denver veut arriver et prendre cette série. Après, est-ce qu'ils en ont les moyens et est-ce que sortir la tête haute, c'est pas déjà un bon scénario? J'imagine que si. Mais je pense que le mindset reste de gagner euh, pour cette équipe. Et puis qui sait, hein, je sais pas ce qu'en pensent les gens, mais tant Jamal Murray revient au Game 3, hein, on sait pas. C'est vrai que à Denver, je comprends pas la politique de Denver sur les blessures, mais bon, c'est un autre sujet. Mais la porte est encore ouverte et il y a encore eu des déclarations, c'était ce midi, enfin voilà, en début de matinée aux US, pour dire que voilà, il y avait pas la porte n'était pas fermée. Un retour dans la série, bon. C'est peut-être pas surtout qu'on rappelle que Jamal s'était blessé dans la nouvelle arène, c'est quoi, le Chase Center? Alors C'est ça? je m'en souviens absolument pas. Je ne Faut sais pas me pas. prendre ce genre de truc. On me dira dans le chat, la nouvelle arène des Warriors, c'était là-bas que bien sûr Jamal s'était blessé, donc ça fait quand même beaucoup d'augures pas terribles pour un retour, mais bon, sait-on jamais. Mine de rien, qui a le plus à perdre? La pression est du côté de Golden State, nous dit TV Shady. Ouais, après, est-ce que les Warriors vont avoir la pression? Enfin, ils ont trop de vécu pour, je pense, C'est pareil, se laisser happer là-dedans, on quoi. nous disait aussi, oui, la santé pas au top. Bon, ça, c'est vrai que ça va être quelque chose à voir, tu le soulignais bien. Mais on nous disait pas trop de repères pour Curry, Thompson, consort. Ils ont des repères d'il y a longtemps, certes, mais. C'est ça. Et pour les coéquipiers autour? Oh, franchement, il y a eu des absences majeures tout le long de la saison, ça a fait que la dynamique est pas ouf, etc. Malgré tout, il n'y a pas un manque d'automatisme incroyable. Et s'il y en a, c'est un peu la même du côté Nuggets. Je crois c'était intéressant parce que je crois qu'en termes d'assist ratio, de pourcentage de turnover, etc., en fait, c'est des équipes qui sont très proches. On doit être on se tient à chaque fois dans les mêmes strates de la ligue, les mêmes places. Donc en réalité, on parlait beaucoup c'est vrai que les turnovers, les pertes de balles à Denver ont été un sujet toute la saison. Mais en réalité, Golden State à peu près similaire. Et finalement, je pense que ça s'équilibre, quoi. Donc même ce genre de manque potentiel, en fait, on les subit aussi. Donc je pense que ça s'équilibre assez. Bon, je voulais quand même dire à tous les fans des Nuggets qui passeraient par le replay que oui, nous ne sommes pas les fans les plus optimistes. Et je vous en conjure, si vous avez des points spécifiques à apporter pour soutenir nos potentiels de victoire dans cette série de playoffs, vous êtes bien évidemment
bienvenue à les partager en commentaire. On les relaiera le maximum possible. On vous répondra, on débattra. Il n'y a pas de souci. On peut s'arrêter là, je pense qu'on a tout dit. Jérémy, qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, c'est une série qui est assez indécise par nature. Même si pourtant les odds sont largement du côté d'une équipe plutôt que de l'autre. C'est une série qui va être dure à pronostiquer, par contre qui va être, à mon avis, très très intéressante. On pourrait avoir de très belles fins de match, et ça a été le cas déjà en saison régulière où on a eu 2 matchs décidés sur un shoot, sur les 4. Donc je pense que ça en dit long sur C'est la vrai. série qui s'apprête à se jouer. Il y a Kila qui dit le point positif pour Denver, c'est l'irrégularité de Curry. Ce qui est vrai. C'est On vrai, bien sûr. préfère voir un Stephen Curry qui effectivement est un peu plus en difficulté sur cette série. Néanmoins, il faut vraiment préciser que Stephen Curry, par son activité sans ballon, par la menace qu'il représente quand il est balle en main, c'est un joueur qui impacte le jeu même dans les soirs où il n'est pas en grande forme. Et que par ailleurs, cette saison, il impacte presque plus le jeu par son excellente défense que par son attaque, ce qui est une première en carrière. Et c'est pas assez dit, donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse, mais Stephen Curry n'est pas un mauvais défenseur, faut arrêter de dire ça. Guillaume qui dit, et je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, je pense que tu seras totalement d'accord avec moi pour qu'on s'arrête là-dessus, quand Denver aura un effectif autre que National 3 autour de Jokic. Voilà, ce sera le what if pour les saisons prochaines, on espère. Et nous, on va vous laisser là-dessus. Merci à toi, Jérémy, pour ces previews, pour ta présence, c'était très cool. Ouais, bah merci également, et puis merci à tous, parce que c'était effectivement très cool. Donc on se retrouve bientôt parce qu'on va essayer de se faire du mal un peu dans ces playoffs et d'être plus actifs, autant en article qu'en live. Donc on espère que vous avez aussi kiffé et qu'on vous retrouvera pour les prochains épisodes. C'est parfait comme mot de fin. À plus tout le monde!